Je suis contente de vous retrouver puisqu'on va parler de livres et en plus de livres que j'ai beaucoup aimés puisque je dois dire que l'update lecture d'aujourd'hui est constitué de succès. Il y a un peu de mimole, mais il y a quand même beaucoup de succès. Je ne pense pas que j'arriverai au bout de ma pile à lire puisque je me suis mise à lire en anglais à peu près régulièrement, on va dire. Du coup, forcément, mon rythme de lecture en français s'est trouvé amoindri puisque je lis aussi en anglais sur mon temps de lecture. Bref, j'ai néanmoins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 romans à vous présenter, une petite poignée de manga, une petite poignée de BD. Si vous êtes prêts, je propose qu'on attaque. Et on va attaquer par les BD, parce que j'aime bien commencer par les BD, voilà, c'est mes petites habitudes. On a ces petites habitudes ou on n'a pas ces petites habitudes, hein. Et on va commencer par une BD roman. Ouais, c'est possible. Jean de Florette. Oui. Alors, j'ai fait des photos à ma mamoune d'ailleurs pendant ma lecture, puisque Jean de Florette, je tiens d'elle, hein, cette passion pour Jean de Florette et Manon des Sources. C'est une duologie qui m'a été offerte par Jun et Shun. Et en fait, c'est l'histoire de Jean de Florette, donc le roman de Marcel Pagnol et également le film où il y a Yves Montand qui joue le papé, qui est raconté dans ces BD. Alors, ce que j'ai trouvé très très sympa, c'est que c'est vraiment... alors déjà, il y a une petite préface écrite par, je crois, le fils de Marcel Pagnol, ou quelqu'un de sa famille en tout cas, qui dit que justement ça a été fait avec soin pour respecter la mémoire des textes de Marcel Pagnol. Et effectivement, c'est les dialogues du livre. Et donc du film, parce que le film a été fait dans la même lignée, hein. C'est assez ouf parce que c'est vraiment les citations que du coup je connais par cœur, hein, parce que je suis un petit peu toquée avec ce film, et ce qui fait que c'est des BD qui sont assez longues à lire, mais honnêtement, si vous les lisez, vous avez le roman de Jean de Florette vraiment à l'intérieur, donc je trouve ça super sympa. Qui plus est, c'est pas des BD Glénat, hein, c'est grand angle, mais vous avez également un petit dossier au début et à la fin de... Qu'est-ce qu'elle fout la poupette? Au début, à la fin, pardon, des 2 tomes, je vais y arriver. Donc c'est toujours des petites infos supplémentaires. Alors je rappelle que Jean de Florette c'est le tome 1 et que Manon des Sources c'est le tome 2, l'un ne va pas sans l'autre, enfin... Vous pouvez lire que Jean de Florette, mais c'est vraiment dommage puisque la fin de l'histoire, c'est Manon des Sources. Et apparemment, il y a une BD de Manon des Sources, mais il n'y en a qu'une sur 2. Je ne sais pas si du coup ça a été édité ou non. Mais je trouve le support BD super sympa. Donc Juné, encore merci pour la découverte. C'était un très bon moment. C'était long, mais c'était très bien. Titre. On continue dans l'histoire. J'ai lu le tome 1 de Lancelot. Donc la BD Sagesse des mythes faite par Glénat pour le coup, et j'ai trouvé ça super cool parce que typiquement les légendes arthuriennes ça fait partie des choses que je connais vaguement, genre je connais qui sont les personnages, je connais avec les parodies qu'il y a eu genre Camelot, voilà, où les chevaliers sont pas forcément très fins, mais j'avoue que la vraie histoire originelle j'en connais peu de choses, et bah là c'est l'occasion de la découvrir, donc c'est le tome 1 sur 4, donc il va y avoir de quoi faire concernant Lancelot, et à la fin idem, vous avez ces merveilleux petits dossiers que j'adore, voilà, avec plein d'infos sur Lancelot en question, sur le Lancelot en question. Donc ça a été une très très bonne lecture, hyper fun en plus pour le coup, très dynamique parce qu'il se passe pas mal de choses. Et j'ai levé les yeux au ciel plusieurs fois devant la bêtise des hommes de l'époque et leur code à la mort moelle-neu, mais bon, qui suis-je pour juger? Et on continue dans les hommes stupides, Roméo et Juliette. Je l'ai lu ce matin, celui-ci, en stream Read With Me. C'était super sympa. Alors, ils ont eu, je pense, un problème de droit, puisqu'ils n'ont pas dit Montaigu et Capulet, mais Montecchi et Capelletti. Alors peut-être que c'est les noms italiens, cela dit. Peut-être, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Moi, je connais... Mais je trouve ça bizarre que... Non, parce qu'ils s'appellent bien Roméo et Juliette. Je sais pas. Peut-être que... parce que le frère, c'est frère Lorenzo aussi. C'est peut-être les noms italiens. Je suis peut-être en train de dire une grosse bêtise. Peut-être qu'ils ont respecté, du coup, le nom de la pièce d'origine. Je ne sais pas, c'est une bonne question. En tout cas, la BD en elle-même est fidèle au roman, à la pièce de théâtre, et est très sympa. Enfin, la BD et la pièce, d'ailleurs, je vous conseille de lire Roméo et Juliette, c'est vraiment très chouette. La BD est sympa, il y a quelques petites différences quand même, mais c'est quand même super fidèle, et ça se lit hyper vite, parce qu'au final, il y a très peu de dialogue. On n'est pas du tout comme dans Jean de Florette, hein. Là, vous voyez, vous avez des pages entières de silence, et de cul. Il y a peut-être un peu plus de cul que ce qu'il y a dans le bouquin de base, hein. Mais franchement, c'était très sympa. Voilà, j'ai passé un bon moment. Et il me tarde de découvrir Don Juan, Adam et Ève, Carmen, Tristan et Iseux, et tout ce qu'ils pourront faire par la suite, parce que vraiment, ces sagas-là, j'en mange au petit-déj tellement j'aime ça. Et enfin, et ça me brise le cœur de le dire, mais j'ai lu le tome 3, enfin le livre 2 des Filles des Marins Perdus, mais le livre 3 du Port des Marins Perdus en général. C'est vraiment... Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas envie de les laisser.
Qu'est-ce que j'ai pas envie de les laisser. Alors, je vous ai parlé du tome 1, enfin du livre original, c'est Le Port des Marins Perdus. Je vous en ai déjà parlé en update et j'ai mis 20 sur Livre Addict, il me semble. C'est un roman graphique qui est magnifique. Tant visuellement qu'au niveau de l'histoire, au niveau des valeurs, au niveau des messages, au niveau de la plume, tout est sublime. Et ils ont sorti en bonus Les Filles des Marins Perdus, tome 1 et 2. Et celui-ci, c'est le tome 2. Et c'est génial, voilà. C'est dans la continuité du premier ouvrage. Et on suit des prostituées qui essaient d'avancer dans leur situation. C'est très doux parce qu'entre elles se soutiennent et c'est, on va dire, une maison où elles sont proches, où il y a beaucoup de respect envers les filles, etc. Donc c'est, on va dire, d'un certain luxe de standing. Et j'aime beaucoup parce que du coup, il y a une grande liberté de mœurs entre elles, mais il y a également beaucoup de souffrance. Et il y a beaucoup... En fait, c'est des histoires à chaque fois qui sont faites de pleines d'amour et en même temps d'émotions hyper vives. Et il y a toute une trame historique en parallèle de ça qui est hyper intéressante, plus un vocabulaire nautique qui est vraiment... qui fait voyager. Enfin, j'ai adoré. Et je vous montre un petit peu les dessins. Alors pour Les Filles des Marins Perdus, donc les tomes 2 et 3, on va dire, c'est coloré, le tome 1 est en noir et blanc. C'est magnifique aussi d'ailleurs, hein, vraiment... Et je suis complètement conquise. Me concernant, il pourrait faire... un bateau, qui est en mauvaise posture d'ailleurs. Me concernant, il pourrait faire 50 tomes. Vraiment, c'est toujours aussi bon, quoi. Puis il y a tellement à dire encore. Il reste des filles, on sait pas ce qu'elles vont devenir. Il y en a, on sait, il y en a, on sait pas. Enfin, j'adore, voilà. J'aimerais tellement qu'ils en fassent d'autres. Après, celui-ci, je crois qu'il est sorti l'année dernière. Donc en vrai, l'espoir est possible. Passons au manga. Ça va être beaucoup plus rapide que d'habitude. Je n'ai lu que ça. Ça a été quelques semaines basées à fond sur les romans, hein, clairement. Alors, oui, vous avez bien vu, j'ai lu One Piece, j'en parle après. J'ai lu Isabella Bird, tome 2, je l'ai lu quasi tout de suite après avoir commencé ma palle, je crois. C'est toujours aussi bien, voilà, mais j'en étais sûre parce que le tome 1 est génial, avec une jeune femme géniale, avec un univers historique hyper intéressant, hyper prenant. Et le tome 2 est dans cette continuité en fait. Il y a des relations humaines, il y a de l'exploration, il y a la découverte d'une culture qu'on ne connaît pas à travers le temps et à travers l'espace. C'est vrai, enfin l'espace, je veux dire l'espace, le physique, tu vois, la géographie, parce que c'est pas à travers les planètes, on se comprend. Et c'est super intéressant, voilà. J'apprends plein de choses, je suis touchée, enfin c'est tout ce qu'il faut. Franchement, lisez Isabella Bird, c'est merveilleux. On continue avec les tomes 2. Magus of the Library, c'est incroyable. Oh mon dieu, alors il faut que je vous montre mon petit bébé dame, il a des plans. Attendez, il y a un plan où il est badass. Voilà, regardez, là il est mignon, là il est grave mimi. Regarde comme il est mignon, et attendez, parce qu'il y a un plan où il est badass de ouf. Et il faut que je vous montre le plan où il est badass de ouf, parce que vraiment il est badass de ouf. Regarde, c'est les bébés. Mais c'est pas cette photo-là. Il y a une image dans le tome où il a vraiment une tête... hyper déter et tout. Enfin bon, bref, pardon, je divague, mais parce que c'est mon bébé. Bon, ils sont jeunes, hein. Bon, après, quand ils font un peu plus, forcément, mais bon. On va dire que je peux pas le mettre dans mes crushs parce que je crois qu'ils sont mineurs. Donc on va éviter. Mais vraiment, alors, Magus of the Library, le tome 1, ça parle de ce jeune garçon qui vit dans un village et qui est mis à l'écart à cause de ses oreilles pointues, qui montrent que c'est un bâtard et que ce n'est pas un humain pur souche. Et il y a justement, il y a ces personnes qui viennent dans son village, alors je sais plus le nom, des Kahuna. Et c'est comme des gardiennes de livres, en fait. Et ces Kahuna parcourent le monde pour découvrir des grimoires rares, les soigner, les sauver, voilà, bref, partager un petit peu le monde du livre et sauvegarder les livres. Et en fait, dans le tome 1, vous avez ce petit garçon qui rencontre donc ces femmes. Et c'est une histoire de rencontre merveilleuse. Et là, on suit le petit garçon qui a grandi et qui commence à suivre sa propre voie. Évidemment, je ne peux rien en dire, mais on rencontre des personnages qui sont déjà hauts en couleur. C'est à la fois drôle, plein d'émotions, il y a des messages qui sont incroyablement bons. C'est un chef-d'œuvre ce manga. Vraiment, j'en suis qu'au tome 2 du coup, mais il est dans ma pole position de manga de ouf, de l'année, de la vie, de tout le temps. Il est incroyable. Puis ça parle de livres, mais pas que. Par exemple, il y a un homme qui le guide dans son voyage. C'est un gars avec qui il a bossé quand il était plus jeune. Et ils ont toute une discussion, enfin plein de petites discussions d'ailleurs, sur le fait d'être différent, le fait d'être stigmatisé à cause d'une différence, le fait de réussir à en faire une force, de grandir avec ça, et enfin... de l'importance de faire son chemin, de croire en ses rêves. Enfin vraiment, c'est génial. C'est un manga qui est génial, vous avez tout à l'intérieur. Vous avez de l'humour, vous avez de l'émotion, vous avez de l'action, vous avez des persos géniaux, Enfin, c'est trop bien. Vraiment, c'est une saga que je conseille à 1000%. Ah bah, on continue dans le feel good. Le chat qui rendait l'homme heureux.
Petit bouchon! C'est vraiment trop mignon. Mais voilà, cette saga, j'en ai déjà parlé, à chaque fois c'est la même chose. Plus j'avance, plus c'est mignon. On est sur cet homme qui a perdu sa femme, ce chat qui, de base, était tout seul et s'est fait adopter du coup par ce monsieur. Et là, du coup, c'est à peu près le même schéma d'ailleurs qui se reproduit à côté pour cet autre monsieur qu'on rencontre. Et plus on avance, plus, justement, le héros, il travaille sur ses angoisses, il travaille sur le fait de communiquer quand il a peur, de pas juste rester dans sa bulle, parce qu'il s'est rendu compte que quand il va mal et qu'il se renferme, les gens autour de lui, ils le prennent pour eux, ils pensent que c'est eux qui ont mal fait quelque chose, que peut-être il leur fait la tête, et il se rend compte qu'en fait, il avait l'impression que ses actes ou ses pensées n'avaient aucune influence sur les autres et que tout le monde s'en foutait, et il commence à se rendre compte que non, il commence à se rendre compte qu'il compte et que des gens comptent sur lui aussi. Et c'est trop touchant de voir cet apprentissage social qu'il fait, entre autres grâce à son chat, parce que du coup, son chat lui permet de se sentir aimé et attendu en rentrant chez lui. Et c'est trop beau, voilà. Il y a des passages hilarants. Si vous avez un chat, vous allez forcément reconnaître les conneries de votre chat dedans au moins une fois, c'est obligé. Il y a des passages vraiment trop drôles et des passages super touchants. C'est génial. C'est une saga doudou que j'adore. Et j'ai lu les tomes 1 et 2 de One Piece qui m'ont été offerts par Angie RBJ. Alors, j'avais une certaine pression sur les épaules puisque vous avez été très nombreux lors du dernier book haul et même dans mes amis à côté à me dire « Oh là là, mon Dieu, j'espère que tu vas aimer, tu vas voir, c'est incroyable au niveau des messages et tout !» Alice, qui est donc, vous connaissez Alice maintenant, j'ai plus vraiment besoin de vous la présenter, je vous en parle quasiment dans tous les updates, une de mes modos et amies, est très très fan de cette saga. C'est pas la seule dans mon entourage, mais... Quand Alice est fan, tu vois, elle est fan, tu vois. Et elle m'a dit, oh là là, oh mais je pense que les 2 premiers tomes, ça va pas être suffisant parce que je pense que tu vas pas réussir à aimer parce qu'il y a pas vraiment d'enjeu, mais peut-être que tu vas aimer quand même, mais en vrai c'est tellement mieux après. Oh là là, faut absolument que tu aimes assez pour tenir jusqu'au tome machin parce qu'il y a mon chéri qui arrive à ce moment-là et il faut que tu le rencontres. Enfin voilà. Elle m'a légèrement paniqué dessus. Du coup, honnêtement, moi j'avais un bon a priori. Bon déjà, en général, quand Alice kiffe un truc, je kiffe aussi. Bon, ça dépend. En vrai, retenez pas trop cette phrase. Mais de manière générale, voilà, vous êtes tellement à être enthousiaste sur cette saga, je me doutais qu'en termes de valeur, etc., je ne risquais rien. Je savais que je partais sur une valeur sûre, on va dire. Mais j'avais un énorme blocage par rapport aux gueules. C'est-à-dire que ça... Voilà, ça, pour moi, il y a quelques années, ça aurait été inenvisageable. C'est-à-dire que j'aurais fait ça, Non, c'était pas possible. Mais je me suis rendu compte, il y a pas si longtemps, en lisant Mashle, notamment, que maintenant, ça me faisait mourir de rire. Alors, j'avais quand même un gros recul, parce que là, c'est pas juste que c'est drôle, c'est que c'est moche. Genre vraiment, ils ont des tronches, c'est pas juste drôle, ça, c'est flippant. Et encore, lui, ça va. Vraiment, il y a des trucs, t'as peur, hein. Regarde ça, là. T'as pas envie de voir ça, tu sais, c'est vraiment, t'as pas envie. Et du coup, je me suis lancée là-dedans en me disant, bon, je m'attends à bien aimer au niveau de l'histoire, mais déjà, j'ai peur de trouver ça très laid et que ça me dégoûte de continuer. Ça arrive, hein, parce que c'est quand même très visuel, tout ce qui est BD et manga, donc si t'adhères pas physiquement, on va dire, ça bloque. Et je pensais aussi que ça allait simplement être sympathique, puisque Alice m'avait vraiment dit que les premiers tomes, il se passait pas grand-chose, que c'était pas dingue, etc. Les gars, les meufs, tous les humains, j'ai adoré. Mais j'ai adoré, c'est-à-dire que j'ai rigolé, j'ai été émue, c'est génial. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de... Non mais c'est génial. Est-ce que c'est normal qu'en 2 tomes, j'ai un crush? Même pas, est-ce qu'il est pas arrivé dans le tome 1 d'ailleurs? Il est arrivé dans le tome 1. J'ai eu un crush dès le tome 1. Qui fait ça? Je ne sais pas. Mais donc voilà, Non mais alors, blague à part. Non mais parce que j'ai eu un crush, certes. Je pense d'ailleurs que je vais le mettre dans mon... En fait, je me tâte à le mettre dans mon tableau des crushs dès maintenant ou si j'attends de lire davantage, tu vois. Mais je pense que je vais rester sur le crush. Bref. Du coup, donc voilà, j'ai eu un crush, mais c'est pas ça qui est fou. C'est que tout est parfait. Encore une fois, je parle d'équilibre. J'aime bien parler d'équilibre dans mes lectures. Alors notez que je peux très bien lire un livre qui n'est que triste ou que joyeux, hein, pas de problème. Mais quand ça veut traiter de différentes émotions de manière un peu poussée, il faut que ce soit bien fait. Et c'est des fois ça qui pêche. Quand vous lisez un truc, je ne sais pas, quelque chose de très drôle et que d'un coup ça veut aller dans le drama, des fois c'est raté. Enfin voilà, des fois il y a des petits cafouillages comme ça. Et c'est vrai que c'est un truc qui, moi, me marque quand c'est bien fait. Typiquement, Magus of the Library, c'est incroyable pour ça. Et One Piece, c'est incroyable, incroyable, incroyable. C'est-à-dire que vraiment... Alors, t'as du rire, clairement, t'as des punchlines incroyables, t'as de l'action à balle, des enjeux importants. C'est pas de l'action genre il se tape sur la gueule pour déconner, tu vois, t'as des vrais trucs graves derrière, enfin graves. T'es dedans, t'es en mode waouh merde, comment il va s'en sortir et tout, t'es dedans. Et t'as de l'émotion. T'as des bonnes problématiques, t'as des enjeux moraux qui sont posés en 2 tomes. Non, j'ai envie de dire, tu sais quoi, on va même oublier le 2e, en 1 tome.
en un tome, t'es dedans. C'est assez ouf. Franchement, je comprends les gens qui sont fans. Je suis en train d'arriver, voilà. Alors, ne me suggérez pas, parce que je sais qu'il y a 104 tomes, donc je pense que je serai à jour en 2032, hein, voilà, minimum. Mais ne me suggérez pas de regarder l'animé. On l'a déjà fait. On me l'a déjà suggéré. Et vraiment, les dessins dans l'animé, je vais pas pouvoir. Vraiment, c'est pas possible. Je peux pas. Vraiment, les gueules, c'est... Non, parce que là, elles bougent pas. Non, mais faut pas trop... Tu vois, j'ai pas passé ce cap-là encore. Donc, je vais rester sur le papier. Et en vrai, je pense que ça va faire un peu comme Yona, que d'ailleurs, je n'ai pas encore lu, que c'est encore dans ma palle. Yona m'a beaucoup suggéré aussi de regarder l'animé. Mais en fait, j'aime tellement le support papier avec Yona que j'ai pas envie de passer le cap. Donc, je pense que ça va faire la même chose pour One Piece. Le problème, c'est que déjà, Yona, c'est très long. One Piece, c'est éternel. Donc voilà, je suis dans la merde. Mais vous avez mon retour. J'adore. Après, au pire, je pense que ça s'emprunte en médiathèque. Le problème, c'est que comme j'adore, j'ai envie de les avoir. Voilà, c'est toujours le problème. Après, je me dis peut-être que d'occasion doit bien y avoir des gens qui doivent se débarrasser de leurs trucs, doit y avoir moyen. Je verrai, c'est le problème de ma moi du futur. Passons maintenant au roman, et je me rends compte que j'ai déjà bien tchatché, la vache, alors qu'on n'a pas attaqué le plus gros. Alors, il y a 2 livres, cela dit, dont je parle en profondeur sur ma chaîne Tibookin, donc je vous mettrai les liens là-haut, je vais quand même vous en parler rapidos, mais si vous voulez plus de détails, je vous enverrai vers les vidéos dédiées. Hein. D'ailleurs, on va commencer par l'un de ces deux-là, et qui a été un des plus gros coups de cœur littéraires que j'ai eu depuis très longtemps. Oui, grosse pression. Le Chant du Loup, le clan Bennett, tome 1. Alors, peut-être que vous aurez remarqué que le tome 2 est là, voilà, je l'ai acheté. Il passera le mois prochain, c'est une certitude. Ce livre, justement, j'ai fait une vidéo dédiée sur ma chaîne Tibookin, pas que sur ce livre d'ailleurs, sur sur les 3 œuvres de clown que j'ai lues depuis toujours, parce que j'en ai lu que 3 pour le moment. Ce livre a été un énorme coup de cœur. Ça parle de loup-garou. Ça parle de Ox qui a 12 ans quand l'histoire commence. On le suivra jusqu'à ses 25, 26 je crois. Enfin, c'est sur pas mal d'années, hein, ce bouquin. Ox, 12 ans du coup, qui vit avec sa maman parce que son papa s'est barré, son papa qui n'est pas quelqu'un de très aimant et de très présent de toute façon dans sa vie de base. Et en fait, Ox, à un moment, en rentrant de l'école, dans laquelle d'ailleurs il est pas mal rejeté, il va rencontrer Joe Bennett, qui est son nouveau voisin. Et ils vont développer une relation hyper fusionnelle. Et Ox va rencontrer sa famille. Et... je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai faite dédiée à ce livre. Ça a été vraiment... j'ai ri aux éclats. Et le chapitre d'après, j'ai fondu en larmes. C'est un livre qui... je pleure... Enfin, je suis quelqu'un qui pleure beaucoup devant les films et séries, vraiment. Mais devant les livres, c'est pas fréquent. Enfin, de base. et là, j'ai vraiment pleuré. C'est pas juste j'ai eu la larme, c'est j'ai chialé, tu vois. C'est vraiment... c'est un livre qui est outrageusement bien écrit. C'est vraiment bon. Les émotions sont incroyables. Et encore une fois... je vais en reparler, hein, mais en termes de palette d'émotions, c'est fou. Et ce livre a fait écho à quelque chose en moi que j'avais besoin de lire. Il m'a fait vibrer et il m'a apporté quelque chose dont j'avais besoin en fait. Je ne peux que vous recommander vraiment de lire les 3 livres du coup que pour le coup j'ai lu de clown, à savoir La maison au milieu de la mer Cyrillienne, Sous la porte qui chuchote et Le clan Bennett. J'ai donc lu le tome 1, il y en a 4, et je me suis rendu compte pour mon plus grand bonheur que Teji Clown a une très grande bibliographie, et je compte bien lire tout ce que cet humain a fait parce qu'il sait écrire et il sait aimer, et ça se voit de ouf. Lisez du clown, vraiment. En plus pour l'été c'est parfait, La maison au milieu de la mer Cyrillienne, Le clan Bennett. Sous la porte qui chuchote, pour moi c'est plus une lecture d'hiver parce que ça me fait penser à Scrooge, mais en soi ça se lit aussi. C'est vraiment une lecture doudou, mais pas que, c'est une aventure humaine et incroyable. Lisez ce livre, franchement, lisez-le, vraiment. Je ne sais pas quoi dire, j'ai mis 20 sur Livre Addict. Voilà, est-ce que je peux dire mieux que ça? Je ne crois pas. Continuons dans les bonnes surprises. J'ai lu le tome 3 de l'ascension de Camelot, la malédiction d'Excalibur. Ça faisait longtemps que je voulais terminer cette saga, en fait depuis que le tome 3 est sorti, voilà, j'étais motivée. J'ai beaucoup aimé. Alors, il y a quand même des petits trucs qui m'ont fait lever les yeux au ciel, mais ça aborde des thématiques très intéressantes, et c'est une adaptation de l'histoire des légendes arthuriennes qui est sympa. Alors, c'est même plus des libertés que ça prend, hein, c'est-à-dire c'est carrément... non mais, il y a la base de légende arthurienne qui sert de structure à l'histoire, mais c'est très romancé. Donc voilà, il faut pas si vous voulez connaître la vraie histoire du roi Arthur, lisez pas ça, hein, clairement pas. Par contre, les modifications apportées, je les trouve hyper cool. Ça apporte un gros vent de féminisme, de modernité, et vous allez le voir dans mes lectures suivantes, je suis vraiment fan
du courant qui est en train de se mettre en place dans la littérature young adulte depuis un moment, cette façon de donner le point de vue des femmes dans les légendes passées. Donc c'est des réécritures, c'est des adaptations, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Que ce soit les légendes arthuriennes. Alors il y a des femmes dans la légende arthurienne, hein, mais elles servent qu'à glorifier les hommes ou à servir d'enjeu. Guenièvre, c'est une potiche. C'est une potiche. Alors une potiche stylée, hein, on dit qu'elle est vertueuse et pas un coup fin, mais voilà. Toutes les femmes sont là pour, je l'ai bien vu dans la BD de Lancelot, hein, pour servir ou de tentatrices sexuelles, ou alors de vertueuses, de femmes amoureuses. Et pareil, vous allez voir après, je vous parle d'un truc avec la mythologie grecque. Pareil pour tout ce qui est récit antique, etc. Avec par exemple la guerre de Troie, les choses comme ça. Il y a plein de choses en fait où les femmes étaient des potiches. Et alors, il y a déjà eu ce côté réécriture de contes de fées où on a commencé à donner corps aux femmes, notamment avec Blanche-Neige, Cendrillon, où on savait pas grand-chose d'elles. Il y en a eu plein des réécritures de contes de fées ces dernières années, hein, et tant mieux, parce que c'est très cool à lire. Mais là, je trouve que ça commence à partir aussi dans d'autres domaines, des classiques qu'on connaît, des histoires qu'on connaît tous, et où les femmes, en fait, étaient clairement à l'arrière-plan. Là, pour le coup, c'est une réécriture qui donne la part belle aux femmes, qui leur permet de s'exprimer. Alors, ça invente une autre histoire pour le coup, hein. C'est pas juste imaginer ce qu'a pu ressentir Guenièvre, c'est vraiment totalement une autre histoire, mais c'est satisfaisant à lire, c'est vraiment agréable à lire. Qui plus est, l'histoire en question a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de choix moraux, beaucoup de discussions aussi, qui peut faire écho à beaucoup de lecteurs. Je dis beaucoup de fois beaucoup, mais parce qu'il y a beaucoup de choses. Et en vrai, c'est une bonne lecture. Alors, c'est pas un coup de cœur absolu, parce que Guenièvre a quand même ce petit problème de l'héroïne classique, en mode « je fais des choix cons », et après je dis « oups, j'aurais peut-être pas dû ». Oui, le truc qui sauve pour moi, c'est que c'est légitime en fait. Les erreurs qu'elle fait, on comprend pourquoi elle les fait, et je sais pas, je l'ai pas trouvé conne. Je l'ai trouvé pénible, parce qu'il y a des fois où je suis en mode meuf, c'est pas une bonne idée, mais ça va avec son personnage. Les choix et les erreurs qu'elle fait vont avec sa conscience, elle réfléchit, elle essaie de trouver le meilleur pour elle, pour les autres. Il y a des enjeux importants, je comprends ses erreurs. Et je l'ai pas jugé en mode ah tu me pètes les couilles, tu vois. Je prends l'exemple à chaque fois, mais c'était pas la Sirène 2, tu vois. De sang d'écume et de glace, je ne sais plus le nom. Mais voilà, là pour le coup, on a une héroïne, je crois que c'est surtout dans le tome 1 où vraiment elle m'a saoulée. Mais pour le coup, voilà, dans le tome 3 en tout cas, ça m'a apporté ce que j'attendais. J'ai une fin qui me satisfait, on va dire, même si c'est une fin ouverte. Et les persos autour d'elle sont géniaux. Vraiment les persos, parce que du coup c'est sur Guenièvre, mais pas que. On a Arthur, on a d'autres persos que je ne nommerai pas, je ne nomme que Arthur parce que tout le monde le connaît. On a Lancelot. D'ailleurs Lancelot, je t'aime. Et vraiment il y a plein de persos autour de Guenièvre, des femmes de l'ombre, des femmes inventées aussi, et qui pour le coup amènent beaucoup de force. Et des échanges que je trouve hyper précieux. Il y a ce côté un peu rage, tu sais, de vivre et d'exister par-delà les hommes et par-delà le cadre que la société veut nous mettre. Donc voilà, c'était une lecture sympa, qui fait voyager, qui permet de passer un bon moment. La plume n'est pas extraordinaire, on est sur un style qui est simple, mais ça ne dessert pas le propos, donc c'est un oui pour moi, je suis contente d'avoir fini cette trilogie, et c'était un bon moment. Ah, passons sur une... Ah, oui, bah si, allez... Alors celui-là, c'est une petite déception. Peut-être qu'on me l'a trop vendu. The Prison Healer, la guérisseuse de Zalindov de Lynette Noni, offert par Okami. Qui d'ailleurs m'a offert beaucoup de livres au final. Hein. Okami, c'est un peu mes fournisseurs officiels dans la commu. Alors, c'est pas une piquette. C'est pas une piquette, mais c'est loin d'être un chef-d'œuvre pour autant pour moi. Je dois avouer qu'on m'a tellement dit qu'il était génial, et je comprends pourquoi, mais du coup je m'attendais à quelque chose de ouf, et non, au final c'est à peine satisfaisant à mes yeux. L'histoire c'est, comment elle s'appelle, Kiva ? Non, si, Kiva. Kiva qui est en prison. Et elle a été emprisonnée parce qu'elle était avec son papa, et du coup elle s'est fait arrêter avec lui, du coup elle a grandi en prison, et elle est soigneuse, elle est infirmière. Et elle est en prison, donc elle soigne les gens, et c'est une prison genre, c'est pas une prison sympa, hein, c'est une prison genre, les gens ils meurent à tour de bras, il y a des mines dans lesquelles les mecs ils bossent, et ils crèvent au bout de 3 semaines, enfin voilà, c'est une prison, tu vois, une prison vénère. Et alors, le cadre de l'histoire est sympa, même si ça tourne un petit peu en rond quand même au bout d'un moment, et cette jeune fille va se retrouver à devoir vivre 4 épreuves mortelles, dans lesquelles elle va d'ailleurs échapper sans que jamais elle ne fasse quoi que ce soit pour ça, mais c'est un détail, mais bon ça m'a un peu saoulé quand même au bout d'un moment, parce que 4 épreuves c'est long, une aurait suffi, mais bon bref, ou 2 à la limite pour qu'on s'habitue pas trop, et en fait mon vrai problème c'est que c'est la fin.
Alors, j'ai vu sur les commentaires Livre Addict, parce que j'aime bien lire les commentaires Livre Addict, déjà parce qu'ils ne spoilent pas et parce que du coup ça permet d'avoir plein de petits avis rapidement. J'ai vu sur les commentaires que la fin était extraordinairement appréciée parce qu'il y a plein de plot twists. Oui. Le problème, c'est que pour moi, bon déjà c'est pareil, il y en a trop, hein, calme-toi. Et en fait, surtout, les plot twists ne vont pas avec comment dire ça, attends. Le point de vue du narrateur, de la narratrice. En fait, l'histoire, elle est écrite sous deux points de vue. Vous avez le point de vue omniscient, oui, si, où l'autrice écrit en mode caméra externe, tu vois, donc tu suis la fille qui parle, qui marche, mais t'as pas accès à ses pensées, ça d'accord. Mais t'as aussi des chapitres où tu as accès aux pensées de la meuf. Et ça, c'est très important, parce que du coup, on y a accès très souvent. Et le problème, c'est que, du coup, ça invalide à mes yeux le plot twist. Voilà, parce qu'en fait, comme la caméra du narrateur est tout le temps braquée sur la fille, et que ses pensées nous sont ouvertes, et que ses actes nous sont exactement décrits, tu peux pas faire une fin en mode « Eh ben en fait, elle a fait ça !» Bah non, parce que j'étais là. Tu peux pas... Tu sais ce que je veux dire? Alors, j'ai exprès brodé pour ne pas dire ce qui se passe vraiment, bien entendu, vous en doutez, le but n'est pas que je vous spoil, hein, mais du coup, il y a des trucs qui tiennent pas la route. Genre, attendez, je vais essayer de dire un truc sans spoiler. Il y a un truc à la fin qu'elle apprend, où elle s'énerve très très fort sur quelqu'un autour d'elle, parce qu'elle apprend que cette personne a fait quelque chose. Et elle est en mode « Ah, comment c'est possible? C'est pas bien !» Elle est courroux, tu vois, puis on a accès encore une fois à ses pensées, on sait qu'elle est vraiment courroux, tu vois. Et on apprend après qu'elle a fait autre chose de pire, dans le même genre. Et du coup, vraiment, en lisant ça, j'étais en mode « Mais alors, pourquoi t'étais vénère, en fait ?» Tu vois, genre, je sais pas, c'est comme si, je sais pas, t'as volé un bonbon dans un magasin, et genre, ton daron, il démonte, c'est genre en mode « Ouais, comment t'as osé? Moi, je t'ai élevé comme ça, mais ça va pas !» Et en fait, ton daron, genre, c'est un braqueur de banque. Tu vois, bah oui, du coup, tu l'as élevé comme ça, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, en fait, j'ai eu ce problème-là. Déjà, le style m'a ennuyé. Ça a été une lecture poussive, honnêtement. Je me suis fait chier. Hein. Alors, les persos sont cool, hein, mais surtout le petit gamin qui est avec elle. Lui, je l'ai beaucoup aimé. Et Mott, je crois, un mec qui bosse au funérarium. Enfin... près des morts, je sais plus l'endroit. Et eux deux, j'ai bien aimé. C'est des persos annexes, tu vois. Mais par contre, elle et le love interest qu'on devine d'ailleurs tout de suite, rien à battre. Vraiment, rien à battre. Donc voilà, c'est pas une catastrophe, mais j'ai clairement pas vu pourquoi tout le monde se pâmait devant le bouquin. Mais je suis passée à côté, hein. C'est pas... Après, c'est subjectif, hein. Je suis pas en train de dire que c'est de la merde, hein. Je suis pas en train de dire brûlez-le, de toute façon je dirais jamais ça pour un bouquin, mais genre je suis pas en train de dire oh comment peut-on lire une chose pareille. Non, je m'étonne de l'engouement, c'est pas pareil. Mais du coup je ne lirai pas la suite parce que j'en ai rien à foutre. Mais c'est sympa, mais non c'est long, puis ça se répète, et puis oh non. Non puis encore une fois le style... C'est pas très satisfaisant. Non, ça m'a pas bâmé. Tiens, passons sur un petit truc qui m'a bâmé et dont je suis très fière. Ma première lecture en anglais. J'ai lu Winnie the Pooh, et en fait, je l'avais acheté à la Fnac avec Moustache d'ailleurs quand on était à Paris. Moustache, c'est Sky, une de mes modos. Et en fait, j'avais craqué dessus parce que déjà, je voulais essayer de lire en anglais, c'était avant de recevoir ma Fairy Loot, et il y avait les petits dessins à l'intérieur. Alors, le truc, c'est que j'ai découvert qu'en fait, il y a 4 tomes de Winnie, et que le coffret des 4 tomes coûte 20 €. Voilà, et celui-ci, je l'ai payé 11,50. Donc, j'ai un peu le seum. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'acheter le coffret des 4 tomes, et je revendrai celui-ci sur Vinted, je pense, hein, parce que ça reste très sympa, mais je compte lire la suite, du coup, donc voilà. Et ça a été une lecture hyper cool, puisque, en fait, alors il y a des chapitres que j'ai lus moi-même de mon côté, mais très souvent, je faisais la lecture à voix haute à Kim, et du coup, il rigolait beaucoup, parce que Winnie est quand même très très con, et du coup, c'était des très bons petits moments le soir. En général, il faisait à manger, je faisais la lecture en même temps et tout. Et du coup, voilà, c'est ma première lecture en anglais. Je suis fière comme un petit banc. Oui, je sais, normalement c'est petit pan, mais moi j'aime bien dire petit banc. Donc voilà. Et c'est très mignon, du coup, pour vous parler de la lecture en elle-même. C'est plein de petites histoires. En fait, chaque chapitre est une histoire indépendante. Alors, le vocabulaire est assez riche. D'ailleurs, Kim m'a dit lui-même qu'il pense que c'est fait exprès pour que les enfants apprennent la langue quand tu le lis. Du coup, t'as plein de trucs où t'es en mode... Genre Kim est bilingue, enfin genre il parle extrêmement bien anglais, il y a des trucs que lui-même savait pas, tu vois. Donc mais voilà, c'est très très mignon à lire, très feel good. Il y a plein de mots inventés aussi, ça c'est important de le savoir pour pas se galérer pour rien. Mais c'est super chou, c'est super mimes, et j'ai adoré, voilà, vivement que je lise la suite. Et il nous reste 3 bouquins, je vais commencer par Prince Captif, tome 1 et 2, puisque du coup j'ai lu les deux. Et alors là c'est pareil, je pense que j'en avais trop entendu parler en fait.
Parce que, alors, ce livre-là, on m'a dit, alors, mais de partout, hein, il faut lire les 2 tomes d'affilée parce que le tome 1 est hyper choquant, et si tu lis que le 1, tu vas être dégoûté, t'auras pas envie de lire la suite, il faut vraiment lire le 2 dans la foulée pour pas être genre en mode va des rétros, tu vois. On m'a dit, alors il y a des gens qui l'ont détesté en mode ah c'est beaucoup trop choquant, faut pas lire ça, c'est scandaleux, ça fait l'apologie de trucs dégueulasses, etc. Et t'as des gens qui l'adorent en mode c'est mon livre préféré, etc. Donc moi je me suis retrouvée avec mon livre comme ça en mode bon, voyons voir, parce que là pour le coup j'avais les 2 retours, j'avais vraiment des gens qui adoraient de ouf, des gens qui étaient scandalisés, j'avais de tout. Mon avis, eh ben il va rejoindre The Prison Healer. J'en ai pas grand chose à foutre. Je suis désolée. Alors, on va répondre, je vais répondre du coup de mon point de vue aux problématiques. Déjà, un truc à dire, c'est bien écrit. Alors, pas comme Prison Healer, pour le coup, la plume est belle. Hein. Pacat, c'est ça. Pacat, c'est écrire. Hein. Je l'avais vu, de toute façon, j'étais pas inquiète sur ça, je l'ai vu dans Dark Rise. Pacat, c'est écrire. Le tome 1, alors le tome 1, du coup, tout le monde m'avait mis en garde, enfin tout le monde, beaucoup de monde m'avait mis en garde, faites très attention, c'est super choquant. Oh, les gars, ça va. Enfin... non mais je comprends hein, attention, quand je dis ça va, je ne juge pas ceux qui sont choqués par le truc, chacun sa sensibilité face à un livre. Hein. Mais par rapport aux autres trucs que vous me conseillez, qui sont Ardos Saras, ça va. Non mais en fait, il faut se mettre dans le truc que c'est un autre monde, c'est un univers de fantasy. Ce n'est pas notre monde. Et puis même, en fait, ce qui choque, c'est qu'il y a de l'esclavage. Dans le tome 1, il y a de l'esclavage, il y a donc du coup des hommes qui sont battus, torturés, violés. Enfin voilà, c'est pas la joie, tu vois. Mais, c'est un contexte. Tu peux pas dire, parce que y a des gens qui ont accusé le livre de faire l'apologie du viol ou quoi. Pas du tout. Pas du tout. C'est une autre culture, c'est un autre... Enfin, si tu lis actuellement, je sais pas, là en plus, bon, c'est un autre monde. Mais imaginons, tu lis un livre sur l'esclavage, donc il y a plusieurs siècles, tu vois. Tu lis un livre, j'en sais rien, tu vas lire un livre sur... même pas besoin de partir très loin, sur Louis XIV et ses potes, tu vois. Et bah, ou peu importe, j'ai vraiment pris le premier truc. Et ils vont parler d'esclavage. Tu vas pas te dire, oh là là, c'est problématique, ils font l'apologie de l'esclavage. Bah non. Si dans le livre ça dit que machin a fouetté son esclave, tu vas pas te dire, oh là là, l'auteur cautionne. Mais non. C'est juste que, allez, bah, ça arrivait. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est de la fiction. Vous pouvez pas dire qu'un livre est problématique parce qu'il met en avant des choses problématiques, justement, tant que l'auteur n'en fait pas l'apologie. Et en l'occurrence, l'auteur n'en fait pas du tout l'apologie. Il y a aucun moment où Pacat il dit ouais, violer des gens, fouettez-les. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors pour le coup, pareil, beaucoup m'ont dit qu'ils trouvaient la romance problématique. Ça m'a pas choqué non plus, mais encore une fois, il faut remettre dans le contexte. Le problème, c'est que si vous essayez de tirer ce livre, et ça, je pense que c'est un problème qui revient beaucoup, ça engage, je pense, une discussion qui peut être très intéressante. Je pense que actuellement, on recherche beaucoup d'identification dans les livres. Quand tu lis un roman, tu veux un personnage qui te ressemble, ou tu veux toi pouvoir te projeter dans l'univers que tu lis. C'est pas toujours possible. Et c'est pas toujours sain de le faire. Donc en l'occurrence, effectivement, c'est pas un livre dans lequel il est sain de se projeter. Là-dessus, je suis d'accord. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si je touche mes cheveux, c'est pas que je suis ma meuf, c'est que je crève de chaud, il y a le soleil qui tape. Enfin bref, du coup, moi de mon côté, j'ai trouvé la plume belle, mais j'en ai rien eu à faire des personnages. Vraiment, les personnages principaux, ça m'est passé par-dessus la jambe, quoi. Enfin, j'étais en mode, bon bah, j'espère pour eux qu'ils vont pas mourir, mais s'ils meurent, je m'en fous, quoi. Ça allait mieux à la fin du 2. À la fin du 2, les derniers chapitres, j'étais dedans, mais vraiment à la fin du 2, quoi. Ah, c'est long, hein. Je sais plus combien il fait. 540 pages, c'est même pas si long que ça, mais je l'ai traîné, je me suis un peu fait schmout. Je pense que pour le coup, moi, j'aurais gagné à le couper en 2. Je comprends hein, qu'on dise qu'il faut pas séparer les deux, mais moi, de mon côté, le tome 1 m'a pas choqué. Enfin, il y a des trucs qui sont choquants à l'intérieur, mais c'est un roman. Tu vois, c'est comme tu regardes un film, enfin, t'es pas dans le film. Bah, voilà, c'est pareil, j'étais en mode, ouais, Et des moments, j'ai fait la grimace, j'étais, ça va, je veux dire, à partir du moment où tu lis du Stephen King, tu peux lire ça, hein. Clairement, cimetière avec un gamin qui veut buter sa daronne en zombie, ça va, je veux dire, c'est pas ça qui va te faire suer, hein. Mais du coup, voilà, je trouve qu'il y a eu beaucoup de gorge chaude au sujet de ce livre, alors que, ouais, bon, c'est long en plus, il se passe plein de trucs. Ah non, mais j'étais peut-être pas juste dans le mood, hein, c'est possible, hein. Maintenant, voilà, je comprends qu'on aime, je comprends qu'on n'aime pas, mais j'avoue que, en parler 107 ans, je suis ni dans une team ni dans l'autre. Voilà, je suis la Suisse, je suis au milieu, je suis neutre. Mais après, voilà, je comprends les deux teams. Simplement, je pense qu'il faut un peu de mesure. C'est pas une apologie de quoi que ce soit de toxique. Et c'est pas non plus un modèle à suivre. Enfin,
de la nuance en toute chose. Mais du coup, voilà, c'était un moment sympathique. Je lirai le tome 3, parce que autant Prison Healer, le tome 2, je m'en fous, autant là, j'ai envie de savoir la suite, parce que la fin du tome 2 m'a vraiment mis dedans. Maintenant, j'ai envie de lire la suite, mais je suis pas... tu vois, c'est sympa, c'est sympa. Alors, oui, je vous ai pas fait de trigger warning, si on peut dire. Dans le Chant du Loup, il y a une scène de sexe très explicite à la fin, et là aussi, voilà. Laquelle est la plus explicite ? Je dirais que ça se vaut, mais celui-ci est quand même plus choquant de manière générale, puisque vu toutes les mentions que j'ai faites au début dans le tome 1, il n'y a pas d'excitation sexuelle derrière ce que j'ai dit, mais c'est quand même dedans. Donc clairement, le clan du loup, enfin le chant du loup, pardon, du clan Bennett, ça se lit beaucoup plus facilement. Mais voilà, dans les deux cas, il y a une scène de cul poussée niveau explication et détails vers la fin des ouvrages. Ça vous motivera peut-être à aller jusqu'au bout. Même si pour le Chant du Loup, je sais que vous n'aurez pas besoin. Et il nous reste 2 livres. Mon Dieu, j'avais l'impression de ne pas avoir grand-chose à présenter, mais en fait, peut-être parce que je parle beaucoup, je ne sais pas. Sous les étoiles de Bloomstone Manor de Marie Orchard. Un petit livre jeunesse, hyper sympa, qui parle de Agathe Langley, 19 ans, en 1898, qui est passionnée par l'astrophysique. Oui, c'est pas commun, on est d'accord. J'adore. Alors, il y a une vibe un peu Jane Austen au niveau des tenues, au niveau des balles, des machins et tout, Bridgerton, tout ça. Et enfin, au niveau de l'ambiance, j'entends. Et j'ai adoré. C'était très doux, très meute. J'aime bien dire ça depuis que j'ai lu Le Chant du Loup. Très cocon. Tu sais, c'est un peu genre tu rencontres des gens dans ta vie et tu te lies à eux parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui vous connecte au-delà de lien du sang. Bah là, c'est ça, voilà. C'est mignon, il y a de très bonnes valeurs, de belles rencontres, de beaux liens. Alors, c'est du jeunesse, donc pour le coup, ça va pas très très loin dans l'action en elle-même, mais c'est très bien écrit. Il me fait un petit peu penser à Lettres du Kansas que j'avais lu le mois dernier, je crois. Donc ouais, excellente surprise pour moi. J'ai beaucoup aimé, j'ai noté plein de citations, il y a plein de messages hyper sains pour le coup, et hyper sympas. Et vous voyez, c'est ça justement. En fait, on a de plus en plus de romans comme ça qui mettent en avant des messages auxquels on peut s'identifier ou qui essaient de nous faire du bien en nous en tant que lecteurs. Et c'est le cas aussi d'ailleurs pour Le Chant du Loup, c'est pour ça qu'il m'a autant fait vibrer. C'est clairement pas le cas pour Le Prince Captif. J'ai pas dit Le Prince Cruel au début d'ailleurs, je ne sais plus. Mais du coup voilà, là on n'est pas sur un livre qui te parle. Non, non. Là, c'est une histoire vraiment où tu dois rester extérieur, caméra externe. Là, c'est une histoire dans laquelle t'es emporté. Zoup, caméra interne. Mais du coup, voilà, très bonne lecture qui se fait très facilement. Plein de bonnes valeurs, plein de beaux messages, des persos hyper attachants. J'ai eu un petit crush. Voilà, mais je le laisse à Agathe quand même parce que je pense qu'il est un peu trop jeune pour moi. Mais voilà, c'est très mignon. Et enfin, je finis avec ma grosse bonne surprise, Pénélope, Reine d'Ithaque de Claire North. Et idem, il y a un vlog lecture que j'ai fait sur ma chaîne Tbooking qui est sorti d'ailleurs hier. Je vous mettrai le lien ici ou ici. N'hésitez pas si vous voulez plus de détails sur mes émotions au fil de ma lecture. Alors je l'ai acheté parce qu'il me bâmait de ouf. J'en avais d'ailleurs parlé sur Tbooking, donc ma chaîne de livres, dans une vidéo des sorties du mois et où j'avais dit « Oh, celui-là, obligé, je me l'achète », effectivement. La thématique m'attirait énormément. Ça parle des femmes d'Ithaque et on connaît en gros la vision et les pensées de Pénélope pendant qu'elle l'attend. Donc moi j'étais en mode grave, ça revient à mon idée de, comme avec Kaamelott, vous voyez, de réécriture des femmes, de la parole des femmes à une époque où on la leur donnait pas. Et en fait, je l'achète, je vois les commentaires Livre Addict, que des gens déçus. Mais déçus, oh j'ai pas aimé la plume, j'ai abandonné, plein de gens ont abandonné, plein de gens ont pas aimé. Bon, cool, bah je l'ai acheté, donc allons-y, tu vois. Je le commence. Les premiers chapitres, très compliqués. Les 2-3 premiers chapitres, j'étais en mode, oh là là. Déjà, l'histoire est du point de vue de Héra. C'est pas un spoil du tout, on le sait tout de suite. Mais du coup, moi, c'est pas ça que j'attendais. Moi, je voulais que ce soit Pénélope qui parle. Je m'attendais pas à ce que ce soit Héra. Héra qui a un langage peu châtié, dirons-nous. Et de temps en temps, il y a des punchlines qui passent, des mots un peu crus, genre merde, putain. T'es en mode, bon, c'est pas très antique comme façon de parler, tu vois. Et t'as des phrases très très longues aussi. Vraiment, mais genre de 5-6 lignes, tu vois. Avec plein de virgules, de points-virgules, enfin pas de points-virgules, de virgules. Enfin plein de ponctuations, parenthèses, tu sais, exprès pour gagner du temps. Et vraiment, les 2-3 premiers chapitres, j'étais en mode, oh putain, ça va pas me plaire. Ça va pas me plaire, c'est lourd, c'est poussif, ça me plaît pas. J'étais pas encore désespérée, mais je sentais la douille, tu vois. Et j'étais en mode, putain, il fait quand même 500 pages, le coco. 500, je crois. Oui, c'est ça, 500. J'étais, oh, ça va être un petit peu compliqué. Et alors, les gars, c'était incroyable. Non, mais alors, comme quoi, même les premières pages, faut pas s'y fier. Les 2-3 premiers chapitres, j'ai ressenti ça.
Après, ça a commencé à aller un peu mieux. Je sais plus, je crois que c'est à partir du 3 ou 4, je commençais à me dire Et à partir du chapitre 6, je me rappelle précisément, je me suis dit waouh, ok, il y a un truc. Ok, là, je vais vivre un truc. Là, tu sais, des fois, je sens ça quand je lis un livre. Quand j'en suis à un certain moment, je sens que là, il va compter. Tu vois, j'ai ressenti ça pour le clan Bennett, du coup, où j'étais vraiment en mode, là, je suis en train de... Tu sais, tu le sens là, t'as une espèce de petit... Un petit nœud au ventre en mode... Ah, là, je découvre quelque chose qui va compter dans ma vie, tu vois. Et c'était le cas. Et en fait, donc à partir du chapitre 6, j'ai ressenti ça. Petit au début, hein. Une intuition. Et plus j'ai avancé, meilleur c'était en fait. Plus j'ai avancé, plus je me suis rendu compte que ce que je lisais, c'était vraiment très bon. Alors, je comprends tout à fait que le style puisse déranger ou surprendre, en tout cas surprendre au début, moi ça a été clairement mon cas. En fait, c'est Hera qui raconte, et au début, je trouvais que c'était pas une bonne idée. Je me disais, ouais, mais attends, moi je veux lire Pénélope, enfin, ça nous vend le point de vue de Pénélope, pourquoi on a Hera qui parle? Mais en fait, c'est tellement mieux, parce que Hera, en tant que femme de l'époque, mais en tant que déesse, a du coup le don de tout voir, donc peut parler de plein de femmes différentes qui sont autour d'elle, d'autres reines, d'autres femmes qui sont victimes également d'abus ou de situations compliquées. Et elle peut y mettre aussi une modernité dans son raisonnement et dans sa façon de penser qui fait grave du bien. Parce que forcément, Pénélope et d'autres, ses consoeurs, sont dedans et ne peuvent pas dézoomer en fait. Ce qui fait que si c'était Pénélope qui racontait ou une autre femme, genre Hélène, par exemple, on parle d'Hélène notamment, ça serait juste un récit, un témoignage hyper difficile et hyper intense et hyper triste et hyper torturant d'une femme malheureuse. Et qui forcément ne peut pas dézoomer sur ce qu'elle vit. Elle est coincée dans cette sphère-là. Hera nous apporte un point de vue extérieur. Et en même temps concernée, puisque du coup, c'est ses consoeurs, si on peut dire, enfin voilà, c'est en même temps qu'elle, c'est ses contemporaines. C'était génial. C'est un livre, j'ai mis 19. J'ai pas mis 20, mais j'ai mis 19. Alors c'était qu'un tome 1, je suis trop contente de savoir qu'il y aura une suite, puisque en gros, là, on a loin d'avoir toute l'histoire de Pénélope. Donc ça parle quand même de Pénélope en personnage principal, on la suit elle, mais ça du coup ça éclabousse les autres femmes également, donc on a d'autres portraits. Mais c'est un livre où pour moi c'est pareil, il y a un vrai style littéraire, il y a un vrai style, il y a une vraie plume, il y a un vrai essai de faire quelque chose de différent. J'ai noté 4 pages et demie de citations, et encore j'ai pas noté les gros paragraphes qui m'inspiraient, parce que des fois t'as des passages entiers qui sont incroyables. Je pense que c'est un livre aussi, si je l'avais lu plus jeune, peut-être que j'aurais pas autant aimé. Je dois dire que ce qui m'a énormément touchée dans cette lecture, c'est ce côté de rendre hommage à des femmes qui ont dû se taire en fait, qui ont dû subir à une époque où c'était normal pour elles de le faire. Et c'est quelque chose que j'en parle dans mon vlog, mais c'est un peu comme si genre il y a une blessure qui est là depuis très longtemps que tout le monde a oublié, et là d'un coup l'autrice elle met un soin dessus, tu vois. Et puis t'as une petite pression sur l'épaule en mode je sais. Alors que tout le monde l'a oublié, tu vois. Et j'ai trouvé que c'était déjà nécessaire et que ça m'a fait un bien fou. Et il y a des passages où je me suis arraché les cheveux, il y a des passages où j'ai ragé, il y a des passages où j'ai... Mais pas contre l'autrice, hein, contre des personnages. Il y a des passages, beaucoup de passages où j'ai été très émue, où j'ai été très touchée en fait de l'hommage fait aux femmes de manière générale dans tout ce récit. Dans tout le récit de l'Odyssée, et ça complète un petit peu, je ne sais pas si vous avez lu Circé de Madeline Miller, que j'ai adoré d'ailleurs de mon côté, et ça se recoupe un petit peu sur certains trucs, et j'ai adoré, voilà, ça a été une excellente lecture pour moi. Je sais pas si c'est une question d'âge, je pense pas, parce que Bébou du coup l'a terminé, on l'était en lecture commune tous les deux, et il a adoré aussi, pourtant il a 20 ans, bientôt, et en plus c'est un homme, donc ça ne veut rien dire, hein. Mais c'est vrai que en tant que femme, ce récit m'a fait beaucoup de bien, et honnêtement, hein, isolément de ça, alors je saurais pas faire abstraction totale de mon ressenti là-dessus, parce que forcément ça fait partie de moi, mais la plume est belle. Alors, pas forcément belle lyrique, même s'il y a des passages qui le sont, sincèrement, mais belle intelligente. C'est réfléchi, il y a la violence nécessaire pour que ça te parle en tant que lecteur, et franchement, si t'aimes la mythologie, t'as vraiment des rêves sur plein de trucs, plein de points, plein de détails, plein de personnages. Alors mes connaissances en mythologie grecque sont relativement restreintes, mais ont été suffisantes pour que je comprenne, même s'il y avait par exemple un personnage dont on parle beaucoup que j'avais oublié, la femme d'Agamemnon, Clytemnestre, je crois que c'est ça. Je ne vais pas retrouver... Si, putain, j'ai retrouvé Clytemnestre. Ah, je suis fière de moi. En même temps, je l'ai fini tout à l'heure, donc voilà. Mais voilà, ça a été... pour moi, c'est une lecture édifiante qui fait un bien de fou et qui permet d'avoir un recul qu'il faut qu'on ait. Il faut qu'on l'ait. Il faut qu'on se rende compte de ce que les femmes ont vécu avant ces dernières années.
J'ai l'impression qu'on a vraiment tendance à penser que c'est acquis maintenant, que genre c'est comme si ça avait toujours été comme ça, qu'on avait toujours été libre, que oh de toute façon les féministes elles cassent les couilles. Ouais, enfin en attendant il y a 50 ans, tu pouvais pas choisir qui t'épousait, t'avais pas le droit de baiser, t'avais pas le droit de prendre la pilule, t'avais même pas de compte en banque, enfin si il y a 50 ans, mais tu me comprends. Et là, en fait, c'est tellement récent, il y a des générations et des générations de femmes qui ont souffert avant ça, mais des siècles, des millénaires d'histoire avec des femmes qui ont souffert, et qui ont souffert fort. Tu sais, dans la mythologie, des fois t'as les trucs genre, il a tué son mari et tué ses 2 enfants, et après il l'a pris pour baiser avec dans ses maîtresses. Et tu sais, toi tu lis ça en bon, bah, c'est pas très sympa, mais après tu sais, c'est genre dit en une phrase, et puis tu continues à suivre le bonhomme dans ses actions héroïques. Ça mérite plus qu'une phrase. Ces femmes-là, elles méritent plus qu'une phrase, que ce soit dans une légende ou dans des faits. Et ce livre, il leur accorde ça. Ce livre leur donne la parole, ce livre, il leur donne vie. Et ça fait tellement du bien. J'ai adoré, c'est bien écrit, c'est bien maîtrisé, ça t'emporte. Moi, j'ai été totalement emportée. Ouais, je vous dis, j'ai senti ce truc, que ça nourrissait quelque chose en moi, ça débloquait quelque chose aussi. Il y a des lectures, des fois, comme ça, tu les fais, et alors, ça t'apporte à toi quelque chose en tant qu'être humain, mais ça peut aussi tout simplement te débloquer un prisme de pensée, tu sais, genre, oh putain, j'avais jamais pensé ça comme ça, ou j'aurais jamais réfléchi à ça comme ça. J'adore ça. C'est toute la force de la lecture, et j'ai énormément de chance, puisque ce mois-ci, j'ai 2 livres qui m'ont fait ressentir ça, ce qui est une richesse inouïe. Et voilà, vous savez tout sur mes lectures, et je pensais que mes vidéos seraient très courtes puisque j'avais pas grand chose, et ben au final, pas grand chose, tout dépend du point de vue où on est, hein. J'ai hâte d'avoir vos retours sur tout ça, comme d'habitude, en commentaire. S'il y a des titres dont j'ai parlé, que vous avez lus également, n'hésitez pas à me partager votre avis. Et si par hasard, je vous ai donné envie d'en découvrir d'autres, n'hésitez pas à me le dire aussi, vous savez que j'adore. Vous pouvez bien entendu réagir à mes propos, même si vous n'avez pas lu le livre concerné, hein, évidemment. Je vous laisse là, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une excellente fin de journée. Vivement le prochain update pour parler de mes prochaines lectures. Pour le moment, il n'y en a pas, mais j'ai déjà hâte de découvrir de nouvelles choses pour vous en parler. J'adore ce que je fais. Mouah, bisous tout plein, je vous aime très fort.